raisons dont on pourra parler un peu plus tard. Mais ce que je dirais surtout, c'est que cette saison des résultats, qui était encore annoncée il y a quelques semaines comme étant un trimestre où les résultats des compagnies américaines seraient toujours négatifs, ben là on voit vraiment augmentation à la fois des profits et des ventes pour la plupart des compagnies, et puis des surprises à la hausse, puisqu'il y a plus de 70% des compagnies qui battent les estimations. On a l'impression qu'en fait ces estimations avaient été beaucoup trop timides avant cette saison des résultats. Bon, bah si, un mot d'Apple peut-être, parce que effectivement, ça focalise très largement l'attention des investisseurs. Qu'est-ce qu'on attend de la publication d'Apple ce soir, Grégory? On a quelques trimestres de baisse de ventes d'iPhone derrière nous. On aura peut-être même une baisse des ventes globales d'Apple sur le trimestre écoulé. C'est ce que le marché attend? Voilà, mais comme vous le dites, c'est ce que le marché attend. Maintenant, ce qu'on attend, c'est surtout des signes du succès de l'iPhone 7. Il faut savoir que quand il avait été lancé fin septembre, Apple n'avait pas publié les chiffres des ventes en général. Et d'habitude, Apple publiait toujours les chiffres du premier week-end, du lancement, etc. Non, là, c'était le blackout. Donc, on n'a aucune idée, en fait, combien de iPhone 7 se sont vendus. On attend aussi au tournant l'Apple Watch. On n'en parle plus tellement. C'était censé être vraiment un axe de développement. C'est loin d'être sûr que ça le soit. Donc, on attend les chiffres de ce côté-là. Et puis, on attend aussi les chiffres de tout ce qui est hors, je dirais, hardware. Donc, par exemple, le iStore. Il paraît que les ventes, ou en tout cas le jeu Pokémon, aurait beaucoup profité à Apple sur ses activités online. Donc, beaucoup de choses pour se faire une idée un peu précise de où est Apple en ce moment, surtout après la débâcle de son concurrent Samsung. Bon, ce sera ce soir 22h15 la publication des résultats d'Apple. On va faire un peu le match là entre la santé des entreprises américaines et des entreprises européennes, puisque nous, la saison de résultats en Europe va commencer. Yves, vous nous en direz un mot dans un instant, mais juste Grégory, pourquoi est-ce que finalement ça s'annonce meilleur que prévu sur ce trimestre pour les entreprises américaines? Pourquoi est-ce que les analystes étaient trop timides par rapport aux résultats qui ont déjà été livrés et ce qu'on attend de cette saison de résultats? Qu'est-ce qui permet aux entreprises américaines aujourd'hui de s'en sortir mieux que prévu? Mais écoutez, malheureusement, c'est un peu toujours la même histoire. Moi j'ai l'impression, en fait, et c'est en lisant par exemple les résultats d'un Procter & Gamble, d'un DuPont, que leur cost cutting, donc en fait les économies qu'ils ont fait, économies d'échelle très importantes, continuent à être positives pour leurs profits. Sauf que ça, c'est toujours difficile pour un analyste d'estimer quelle va être la vraie économie si vous licenciez 10 000 employés, si vous vous séparez d'une gamme de produits. Par exemple, Procter & Gamble avait vendu sa gamme de parfums, Coty. Donc, je dirais, c'est pas vraiment tout d'un coup une reprise flamboyante des activités, mais une fois de plus, ces compagnies américaines qui ont beaucoup de souplesse montrent qu'elles sont extrêmement bien gérées, et que même quand il n'y a pas une croissance des ventes, elles arrivent à avoir des croissances de leurs profits. Merci beaucoup Grégory, à tout à l'heure. On vous retrouvera après l'ouverture des services. On pourra redire un mot d'Apple, Grégory, puisque ce sera le gros morceau. Il faudra attendre quelques heures encore. La publication a lieu évidemment après bourse, aux alentours de 22h15. En attendant, on a toute une série d'entreprises qui ont publié leurs résultats. Alors, je vous laisse le choix peut-être Grégory de commenter ce qui vous paraît le plus pertinent, le plus intéressant, parce qu'on a différents secteurs, pas mal de groupes automobiles, General Motors, Fiat Chrysler qui ont publié, des groupes industriels, Caterpillar, DuPont dans la chimie, puis des groupes également plus en lien avec la consommation comme 3M ou encore Whirlpool. Qu'est-ce qu'on peut dire là des thématiques du jour à Wall Street, Grégory? Écoutez, je trouve que ça part un peu dans tous les sens en fait, et c'est ça qui est relativement intéressant, puisque vous avez au niveau de la consommation par exemple General Motors qui présente les meilleurs résultats qu'on a connus historiquement, avec vraiment des profits qui ont doublé en une année, avec une amélioration nette de l'activité de vente en Chine. On peut dire GM, c'est surtout dû à leur 4x4, à leur gros véhicule de loisirs sur lesquels ils ont des très grosses marges et qui sont en fait les voitures les plus chères parmi les constructeurs américains. Alors on pourrait dire oui, la consommation c'est formidable, et puis de l'autre côté vous avez Whirlpool. Bon, c'est pas exactement la même chose, même si des fois ça ressemble. C'est les machines à laver, c'est les réfrigérateurs, et là c'est très décevant leurs résultats.
résultats. Alors on peut se demander pourquoi. Moi je dirais que je pense pour un Whirlpool, c'est plus la compétition de compagnies telles qu'un LG par exemple, qui sont en train de leur prendre des parts de marché, alors que Whirlpool a un peu une image ancienne. Si on va voir les autres compagnies, je dirais, qui sont alors des compagnies totalement global, un Procter & Gamble par exemple, ça c'est même un bon exemple. Là, les résultats sont excellents, mais c'est dû vraiment alors à un programme qui avait été mis en place par le nouveau CEO il y a un peu moins d'une année, qui est la chose habituelle aux États-Unis, le cost cutting. Il y avait eu plus de 10 000 licenciements, une grosse rationalisation des marques, parce que Procter & Gamble a des centaines de marques différentes, donc ils ont beaucoup diminué ce nombre de marques, et ça profite au profit, si je puis dire. Donc oui, c'est assez difficile de se faire une opinion générale de ces résultats, si ce n'est que la constatation à faire, c'est que dans le grand ensemble des cas, c'est des résultats qui arrivent au-dessus de ce qui était attendu, et quand on fera la comptabilité à la fin de la saison des résultats, on verra que, en fait, au lieu d'avoir des comparaisons négatives sur le troisième trimestre aux États-Unis, on aura des comparaisons positives, que ce soit sur comme on dit, le top ou le bottom line. Top line, le chiffre d'affaires, bottom line, tout ce qui concerne la profitabilité et la rentabilité. Qu'est-ce qu'on attend d'Apple ce soir, Grégory? Le marché, puisqu'on parle des attentes et du consensus, le consensus voit une baisse des revenus d'Apple qui serait, je crois, sur un trimestre, la première baisse peut-être depuis le début des années 2000, depuis 2001. Absolument, mais ça on le sait, puisque en fait l'introduction du nouveau téléphone, de l'iPhone 7, était tout à la fin du trimestre. C'était si je me souviens bien, la deuxième ou la troisième semaine de septembre. Et introduire un nouveau téléphone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mois précédents, évidemment, les ventes du téléphone ancien, dans ce cas-là le 6, souffrent beaucoup. On ne va pas s'acheter un téléphone quand on sait qu'il sera déjà dépassé ou caduque 2 semaines après. Donc on attend cette baisse. Par contre, je crois, on attend quelques critères qui permettront de juger un peu de l'avenir pour Apple. Je dirais, est-ce que les ventes en Chine se sont stabilisées? Elles avaient beaucoup baissé en pourcentage. Donc, est-ce qu'elles sont stabilisées? Est-ce que la montre, la Apple Watch deuxième mouture, a du succès? Est-ce qu'on arrive là à avoir des profits importants ou des ventes importantes chez Apple? Et puis, les activités online, on n'en parle pas tellement, mais c'est peut-être là qu'on va trouver vraiment de la croissance pour les résultats de Apple. Donc on regardera évidemment le téléphone, mais il y a beaucoup d'autres pièces maintenant, je dirais, qui sont dans la mouvance Apple et qui pourraient être très intéressantes à examiner. Les résultats d'Apple à suivre ce soir après la clôture des marchés américains, puis un peu plus tard dans la semaine, on suivra la publication de Twitter qui a encore besoin, semble-t-il, de restructurer ses effectifs. Je ne crois pas que l'information ait été encore confirmée. C'est l'agence Bloomberg, me semble-t-il, qui rapportait ça il y a quelques heures. Le groupe Twitter qui envisagerait la restructuration de ses effectifs et la coupe de 300 postes encore dans son effectif global. Oui, et 300 postes, c'est quand même important parce qu'en fait, Twitter, c'est pas une compagnie qui a tellement d'employés. Il en reste même pas 4. À son Facebook Messenger, les usages de PayPal. Oui, et ce qui est en fait intéressant, c'est que cet espace de paiement en ligne ou peer-to-peer, donc de consommateur à consommateur, est en train vraiment d'exploser. Et en fait, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs, non, le nombre est quand même relativement réduit. Vous avez PayPal, vous avez Google, vous avez Apple. Si vous regardez en Chine, vous avez Alipay. Mais c'est vraiment un terrain extrêmement convoité. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on détient ce client, on a une rente, on fait juste la transaction et en fait c'est un peu le même phénomène que les cartes de crédit. Donc je dirais cette alliance de PayPal avec Facebook n'est pas étonnante. Par contre, Facebook, c'est plus que 1 milliard de visiteurs, d'utilisateurs au monde, donc évidemment ça devrait avoir un effet positif pour PayPal. Bon, puis un mot de politique pour finir, Grégory. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas parlé avec vous. On en est où là entre Trump et Clinton aujourd'hui?
Alors c'est assez étonnant parce que pendant le week-end, les derniers sondages indiquaient alors une avance énorme pour Hillary Clinton, puisque la plupart des sondages indiquaient entre 10 et 12% d'avance, ce qui est vraiment très très fort. Et puis là, tout d'un coup, CNN, qui est pas du tout l'ami de Trump, au contraire, CNN publie un sondage ce matin où l'avance de Clinton a fondu un peu, puisqu'elle est plus que de 5%, 49% d'intention de vote pour Clinton et 44% pour Trump. Alors c'est toujours difficile de prévoir si les sondages vont être justes ou pas. Peut-être que c'est CNN aussi qui a un intérêt, c'est d'essayer de mobiliser, je dirais, les électeurs de Clinton, parce que ce qu'il apparaît en fait, c'est le risque, c'est que si pour les démocrates, Hillary Clinton est déjà présidente et qu'ils ne vont pas voter, tout simplement, un électeur qui vote pas, ça fait une voix de plus pour l'adversaire. Donc il faut vraiment que Hillary réussisse à mobiliser tous les électeurs démocrates, et c'est peut-être en donnant l'impression un peu que ces marges d'avance dans les sondages sont en train de diminuer qu'elle va réussir à les mobiliser. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, avec nous chaque après-midi pour commenter l'actualité des marchés américains, des marchés US, après un quart d'heure de séance qui sont légèrement négatifs, mais encore une fois on se focalise Bourse à replay. Une grosse semaine de résultats d'entreprise, c'est bien ce qui focalise l'attention des investisseurs. On a eu quelques statistiques macroéconomiques, mais ce sont les publications trimestrielles qui font l'actualité, notamment à Wall Street. On en parlait tout à l'heure avec Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Je trouve que ça part un peu dans tous les sens en fait, et c'est ça qui est relativement intéressant, puisque vous avez au niveau de la consommation par exemple General Motors qui présente les meilleurs résultats qu'on a connus historiquement, avec vraiment des profits qui ont doublé en une année, avec une amélioration nette de l'activité de vente en Chine. On peut dire GM, c'est surtout dû à leur 4x4, à leur gros véhicule de loisirs sur lesquels ils ont des très grosses marges et qui sont en fait les voitures les plus chères parmi les constructeurs américains. Alors on pourrait dire oui, la consommation c'est formidable, et puis de l'autre côté vous avez Whirlpool. C'est pas exactement la même chose, même si des fois ça ressemble, c'est les machines à laver, c'est les réfrigérateurs, et là c'est très décevant leurs résultats. Alors on peut se demander pourquoi. Moi je dirais que je pense pour un Whirlpool, c'est plus la compétition de compagnies telles qu'un LG par exemple, qui sont en train de leur prendre des parts de marché, alors que Whirlpool a un peu une image ancienne. Si on va voir les autres compagnies, je dirais, qui sont alors des compagnies totalement global, un Procter & Gamble par exemple, ça c'est même un bon exemple. Là les résultats sont excellents, mais c'est dû vraiment alors à un programme qui avait été mis en place par le nouveau CEO il y a un peu moins d'une année, qui est la chose habituelle aux États-Unis, le cost cutting. Il y avait eu plus de 10 000 licenciements, une grosse rationalisation des marques, parce que Procter & Gamble a des centaines de marques différentes, donc ils ont beaucoup diminué ce nombre de marques, et ça profite au profit, si je puis dire. Donc oui, c'est assez difficile de se faire une opinion générale de ces résultats, si ce n'est que la constatation à faire, c'est que dans le grand ensemble des cas, c'est des résultats qui arrivent au-dessus de ce qui était attendu, et quand on fera la comptabilité à la fin de la saison des résultats, on verra que, en fait, au lieu d'avoir des comparaisons négatives sur le troisième trimestre aux États-Unis, on aura des comparaisons positives, que ce soit sur comme on dit, le top ou le bottom line. Top line, le chiffre d'affaires, bottom line, tout ce qui concerne la profitabilité et la rentabilité. Qu'est-ce qu'on attend d'Apple ce soir, Grégory? Le marché, puisqu'on parle des attentes et du consensus, le consensus voit une baisse des revenus d'Apple qui serait, je crois, sur un trimestre, la première baisse peut-être depuis le début des années 2000, depuis 2001. Absolument, mais ça on le sait, puisqu'en fait l'introduction du nouveau téléphone, de l'iPhone 7, était tout à la fin du trimestre. C'était si je me souviens bien, la deuxième ou la troisième semaine de septembre. Et introduire un nouveau téléphone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mois précédents, évidemment, les ventes du téléphone ancien, dans ce cas-là le 6, souffrent beaucoup. On ne va pas s'acheter un téléphone quand on sait qu'il sera déjà dépassé ou caduque 2 semaines après. Donc
on attend cette baisse. Par contre, je crois, on attend quelques critères qui permettront de juger un peu de l'avenir pour Apple. Je dirais est-ce que les ventes en Chine se sont stabilisées? Elles avaient beaucoup baissé en pourcentage. Donc, est-ce qu'elles sont stabilisées? Est-ce que la montre, la Apple Watch deuxième mouture a du succès? Est-ce qu'on arrive là à avoir des profits importants ou des ventes importantes chez Apple? Et puis les activités online, on n'en parle pas tellement, mais c'est peut-être là qu'on va trouver vraiment de la croissance pour les résultats de Apple. Donc on regardera évidemment le téléphone, mais il y a beaucoup d'autres pièces maintenant, je dirais, qui sont dans la mouvance Apple et qui pourraient être très intéressantes à examiner. Les résultats d'Apple à suivre ce soir après la clôture des marchés américains. Puis un peu plus tard dans la semaine, on suivra la publication de Twitter qui a encore besoin, semble-t-il, de restructurer ses effectifs. Je ne crois pas que l'information ait été encore confirmée. C'est l'agence Bloomberg, me semble-t-il, qui rapportait ça il y a quelques heures. Le groupe Twitter qui envisagerait la restructuration de ses effectifs et la coupe de 300 postes encore dans son effectif global. Oui, et 300 postes, c'est quand même important parce qu'en fait, Twitter, c'est pas une compagnie qui a tellement d'employés. Il en reste même pas 4000. Il y avait déjà eu 10% qui avaient été, en gros, remerciés quand le nouveau CEO, Jack Dorsey, était revenu. On peut peut-être se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils annoncent ça maintenant ou vont annoncer ces coupes maintenant? Vous savez que Twitter était en discussion avec beaucoup d'acheteurs potentiels. C'est certain que si vous êtes un acheteur, vous n'aimez pas vraiment devoir vous-même procéder à des coupes sombres dans les employés ou dans la base salariale, parce que c'est difficile d'estimer qu'est-ce que ça va être votre coût pour le faire. Donc peut-être c'est pour Twitter une façon de nettoyer un peu leurs activités et après de reprendre ce qui semble être vraiment nécessaire maintenant, parce qu'on parle depuis des mois et des mois et des mois d'un retournement, mais on voit pas vraiment, ou on verra peut-être dans les résultats, mais ça serait assez étonnant, on voit pas vraiment tout d'un coup une croissance reprendre chez le nombre d'abonnés. Twitter perd toujours de l'argent, donc la vente de la compagnie semble absolument nécessaire et c'est peut-être le dernier nettoyage avant cette vente. Moins 3% pour le titre Twitter actuellement. Puis un élément d'information intéressant dans la tendance qui pousse de plus en plus les réseaux sociaux à se transformer ou en tout cas à apporter également une expérience d'achat. On a vu que Facebook avait intégré à son Facebook Messenger les usages de PayPal. Oui, ce qui est en fait intéressant, c'est que cet espace de paiement en ligne ou peer-to-peer, donc de consommateur à consommateur, est en train vraiment d'exploser. Et en fait, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs, non, le nombre est quand même relativement réduit. Vous avez PayPal, vous avez Google, vous avez Apple. Si vous regardez en Chine, vous avez Alipay. Mais c'est vraiment un terrain extrêmement convoité. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on détient ce client, on a une rente, on fait juste la transaction et en fait c'est un peu le même phénomène que les cartes de crédit. Donc je dirais cette alliance de PayPal avec Facebook n'est pas étonnante. Par contre, Facebook, c'est plus que 1 milliard de visiteurs, d'utilisateurs au monde, donc évidemment ça devrait avoir un effet positif pour PayPal. Bon, puis un mot de politique pour finir, Grégory. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas parlé avec vous. On en est où là entre Trump et Clinton aujourd'hui? Alors c'est assez étonnant parce que pendant le week-end, les derniers sondages indiquaient alors une avance énorme pour Hillary Clinton, puisque la plupart des sondages indiquaient entre 10 et 12% d'avance, ce qui est vraiment très fort. Et puis là, tout d'un coup, CNN, qui est pas du tout l'ami de Trump, au contraire, CNN publie un sondage ce matin où l'avance de Clinton a fondu un peu, puisqu'elle est plus que de 5%, 49% d'intention de vote pour Clinton et 44% pour Trump. Alors c'est toujours difficile de prévoir si les sondages vont être justes ou pas. Peut-être que c'est CNN aussi qui a un intérêt, c'est d'essayer de mobiliser, je dirais, les électeurs de Clinton, parce que ce qu'il apparaît en fait, c'est le risque, c'est que si pour les démocrates, Hillary Clinton est déjà présidente et qu'ils ne vont pas voter, tout simplement, un électeur qui vote pas, ça fait une voix de plus pour l'adversaire. Donc il faut vraiment que Hillary réussisse à mobiliser tous les électeurs démocrates, et c'est peut-être en donnant l'impression un peu que ces marges d'avance dans les sondages sont en train de diminuer qu'elle va réussir à les mobiliser.
Grégory Volokin avec nous chaque après-midi pour commenter l'actualité des marchés américains, focalisé donc, vous l'avez compris, sur les résultats.